Doio sufletul de cere și cu dulci blânde șoapte. Cette sublime chanson d'Haïdé, interprétée en roumain André Berkoff, fait partie de la bande originale du film Le Comte de Monte Cristo avec Pierre Ninet dans le rôle titre. Cette adaptation du roman d'Alexandre Dumas a battu bien des records en 2024, André, soit près de 10 millions d'entrées en France. Et oui, c'est un très beau film, je l'ai vu, c'est un très très beau film. Enfin, il y en a eu des contes de Monte Cristo, Gérard Depardieu, en Amérique aussi. Enfin, on va en parler longuement avec Jean-Christophe Ruffin et vous, Céline Alonso, de ce phénomène quand même d'Alexandre Dumas. Mais auparavant, je voudrais dire que je suis très content de recevoir Jean-Christophe Ruffin. Je rappelle ce mot du surréaliste André Breton à propos de Claudel. Il dit: on ne peut pas être à la fois ambassadeur de France et poète. Eh ben si, on peut être ambassadeur de France et écrivain. Et Jean-Christophe Ruffin le montre éloquemment. Je rappelle quand même, avant de parler d'Alexandre Dumas, que Aurel le Consul, on va en reparler aussi, en revenant d'Albanie, et vous avez créé Aurel le Consul, d'ailleurs c'est pas par hasard, hein, votre expérience humanitaire, diplomate et autres, et c'est, je vois, le 6e épisode de ces aventures. C'est pas mal, hein. Aurel le Consul, ça va devenir, je ne sais pas moi, j'allais dire Nicolas le Jardinier ou non. Ce qui est passionnant, c'est que ça devient un auteur, parce que ça a été très lu, et vous allez en continuer, j'imagine. Oui, écoutez, au début, c'était un peu une plaisanterie, une détente. Et puis, les choses... ça a rencontré son public, et voilà, les gens se sont attachés à ce personnage, et moi aussi. Voilà. Eh ben, formidable. Eh ben, écoutez, en tout cas, nous allons parler vraiment longuement, Céline, de cet extraordinaire aussi, avec Jean-Christophe Ruffin, cet Alexandre Dumas, qui a été beaucoup plus prolifique qu'on ne pourrait le croire encore. Eh oui, plus de 300 titres, des romans historiques, mais pas que, des pièces de théâtre et ses impressions de voyage. On va en parler dans un instant sur Sud Radio, donc, avec Jean-Christophe Ruffin. Comment ce petit-fils d'esclave, d'une esclave de Saint-Domingue, est-il devenu un écrivain majeur de la littérature française? Eh bien, on en parle dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Sublime musique du film Le Comte de Monte Cristo, André Berkoff, un chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas. Et pour parler bien de cet immense écrivain, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui sur Sud Radio l'académicien Jean-Christophe Ruffin. Et écrivain lui-même. Exactement. Bonjour à vous, Jean-Christophe. Bonjour, Céline. Alors, vous publiez aux éditions Équateur Parallèle Un été avec Alexandre Dumas, un livre dans lequel, eh bien, vous racontez sa vie, son œuvre. Que représente-t-il pour vous, qui êtes l'auteur aussi de romans d'aventure dans la veine de Dumas? Moi, il m'a un peu sauvé la vie, parce que j'avais commencé par faire un autre métier. Je suis médecin, moi, de formation. Mais je pense qu'au fond de moi, j'avais toujours eu envie d'écrire. Mais le temps passant, je me disais, c'est pas possible. Voilà. Et Dumas me montrait que c'était possible. Parce que lui, il a commencé, non pas avec un autre métier, mais avec aucun métier. C'est-à-dire qu'il a commencé par ne rien faire. Il a eu une enfance vraiment de sauvageon complet. Et au fond, ça fait partie de ces gens qui ont commencé par vivre, qui ont accumulé de la vie. Et quand ils se sont mis à écrire, ils ont mis la vie dedans, dans leur livre. Et je me suis dit, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Faut vivre, faut s'imprégner des choses, et un jour, peut-être, tu pourras écrire. Et oui, et effectivement, vous le rappelez dans votre livre, George Sand a dit de lui, Dumas, c'est la vie. Ouais. Et sa vie, c'est un véritable roman. Comment a-t-elle commencé en 1802? Expliquez-nous surtout qui étaient ses parents. Alors, c'est un roman d'Alexandre Dumas. C'est-à-dire, c'est un roman avec des rebondissements, et à commencer par cette naissance bizarre, parce que, en fait, il est le fils d'un couple déjà étrange, puisque son père était un général de la République, noir, enfin, en tout cas, métisse, puisque sa propre mère, donc la grand-mère de Dumas, était une esclave de Saint-Domingue.
Et ce jeune homme, qui était un hussard de la Reine à l'époque, c'était avant la Révolution, en 1789, est arrivé à Villers-Cotterêts avec 4 autres cavaliers, comme ça. Et puis, les jeunes filles du village sont venues en disant il fallait les loger, puisqu'ils devaient rester quelque temps là. Et la fille de l'aubergiste, qui était le notable de la région, qui tenait le plus grand hôtel de la région, a dit à son père, celui-là, on pourrait peut-être le prendre à la maison. Alors, ils l'ont pris à la maison. Évidemment, ce qui devait arriver est arrivé. C'est-à-dire que, voilà, un jour, ils ont dit au père, amour. On est amoureux, voilà. Et ce qui est curieux, c'est que dans ce 18e siècle esclavagiste, le père n'a rien dit. Il trouvait ça très bien. Fils d'un esclave, pourquoi pas. Il lui a juste demandé d'être brigadier. Il lui a dit quand même, faudrait que tu là, t'es seconde pompe, là, ça va pas. Brigadier, c'est-à-dire pas grand-chose. Un peu. Mais il a accepté le mariage et ils se sont mariés. Donc c'est cette mademoiselle Labouret, qui était fille d'un notable, a épousé ce garçon qui, lui, stimulé peut-être par ça, a fait une carrière. Puis il y avait la Révolution, donc il est allé voir le chevalier de Saint-Georges. Il a fait valoir donc son engagement comme ça, dans ce qu'on appelait la Légion américaine, des volontaires américains, et il est devenu général. Voilà. Et voilà la naissance de Dumas, en tout cas, le tout début du mariage de ses parents. Et oui, et il a été effectivement le premier donc général noir de l'armée française. Il a été compagnon de Bonaparte. Mais pourquoi Napoléon l'a persécuté à une époque ? En fait, c'était un républicain, lui, profondément. C'était un esprit vraiment dans cette veine révolutionnaire, dans cette veine humaniste, cette veine fraternelle, philanthrope, etc. Et donc, il a commencé par faire les campagnes dans les armées du Rhin, etc. En Italie, il a rencontré Bonaparte. Bonaparte l'a emmené en Égypte. Tout ça, ça se passe bien. L'Égypte, c'est le sommet de cette espèce de folie avec ces généraux de 30 ans qui mettaient des cocardes sur la tête de leurs chameaux. Enfin, voilà. Sauf que en Égypte, Bonaparte devient Napoléon. En tout cas, on le sent. C'est pas encore vraiment l'Empire, mais... C'est le côté, déjà, l'homme, le conducateur. Enfin, exactement. Ouais. Et ça, Dumas dit, il n'en est pas question. Oui, il se révolte. Il se révolte. Et à ce moment-là, Bonaparte le chasse. Le renvoie en France. Bon, puis alors, le retour en France se fait dans des conditions difficiles. Il part avec un géologue, d'ailleurs, Dolomieu, qui donnera son nom aux Dolomites. Et tous les deux, ils font naufrage. Ils font naufrage dans le royaume de Naples, qui avait été pris par les Français, puis qui est repris ensuite par les Bourbons de Sicile. Là, on le met en prison, le père, on le torture, il subit des privations, etc. Quand il revient en France, ce n'est plus que l'ombre de lui-même, il mourra 4 ans plus tard. Voilà. Et à quel âge avait Alexandre Dumas à ce 4 ans. Il a 4 ans, effectivement. Il revient, il a le temps de faire un enfant, c'est Alexandre, et 4 ans après, il meurt. Voilà. Et oui, et vous dites effectivement, ce sera une grande souffrance donc pour Alexandre Dumas, mais cette absence n'a-t-elle pas été n'a-t-elle pas été une chance pour lui? Vous soulevez cette question effectivement dans votre livre. Pour quelle raison? Alors là, je pense ça, mais je pense que c'est un peu je vais dire, une interprétation personnelle, parce que moi-même, je n'ai pas été élevé par mon père. Mes parents se sont séparés très jeunes. Donc j'en ai beaucoup souffert au départ, et puis est arrivé un moment où je me suis dit, j'ai peut-être eu de la chance, parce que quand j'ai fini par rencontrer mon père, j'avais 18 ans, je me suis dit, heureusement qu'il m'a pas élevé, il était très autoritaire. Il m'aurait certainement privé de la liberté que j'ai eue. Et Dumas, c'est pareil, c'est-à-dire que en mourant très jeune, son père lui a légué 2 choses, des souvenirs de l'Empire, des souvenirs de la Révolution, mais aussi la liberté, c'est-à-dire la possibilité de se construire lui-même en toute indépendance. Et finalement, Dumas est le résultat de cette espèce d'alchimie bizarre d'un père très présent dans son esprit, mais finalement absent de sa vie. Eh oui, liberté, effectivement, bon côté de son enfance, dites-vous. Il ne s'est vu imposer ni grande école, ni surveillance. Vous l'avez dit en début d'émission, vous le décrivez comme un enfant sauvage. Complètement. Qu'est-ce qui le passionnait, alors, enfant, adolescent? C'était un petit sauvageon de Villers-Cotterêts, c'était les bois, il allait chasser, il allait attraper du gibier dans les bois.
il aimait les armes, il aimait les épées. D'ailleurs, ça lui a servi, parce qu'après, il a fait beaucoup de duels dans lesquels ça lui servait de savoir manier l'épée et le pistolet. Oui, c'est ça, c'était quelqu'un qui pratiquait. Ah quoi. Oui. Il a appris la danse aussi. C'était un très bon danseur, Dumas. On voit toujours son image, la photo de Nadar, où il a déjà pris du poids, etc., il est âgé. En fait, il était grand, il était mince, et il avait le teint assez foncé. Hein, il était mat, des yeux très bleus, comme ça, et il dansait merveilleusement. Il a appris aussi d'autres choses bizarres. L'italien, par exemple. Il a appris la langue italienne un peu par hasard, parce qu'il y avait un copain qui, etc. Et ça lui a énormément servi. Sa vie est habitée par l'Italie. Voilà, donc il a appris, on peut dire tout, mais tout seul. Voilà, oui. tout seul. Et le mauvais côté de sa jeunesse, surtout, on peut dire que c'est la misère, effectivement, qu'il va connaître jusqu'à l'âge de 20 ans. Qu'est-ce qui fait que sa maman n'a pas réussi à subvenir à leurs besoins ? Elle a fait ce qu'elle a pu, la pauvre, mais Napoléon a poursuivi vraiment d'une espèce de vindicte cette famille. Il en voulait au père, et même après la mort du père, il a refusé tous les secours que lui a demandé sa mère. Et c'est le paradoxe, c'est que finalement, c'est les Bourbons, quand ils vont revenir au pouvoir. Donc c'est en partir de 1815, le retour de Louis XVIII, etc., que sa mère va obtenir un bureau de tabac. Bon, un bureau de tabac, c'était le moyen de survivre. Toujours à Villers-Cotterêts. À Villers-Cotterêts, voilà. Et alors, ils auraient dû finalement être reconnaissants aux Bourbons, mais au fond, c'était très paradoxal, parce que sa mère et lui, qui avaient été très maltraités par Napoléon, qui les avait mis dans la misère, on peut dire, continuaient de l'admirer. Et quand Napoléon est parti pour Waterloo, il est passé par Villers-Cotterêts et Dumas est allé le voir. Il est allé voir passer sa voiture. Et comme il changeait de chevaux à cet endroit-là, il a vu l'empereur partir par cette portière ouverte. Il ne lui a pas parlé, bien sûr. Il ne lui a pas parlé, mais il l'a vu, il le décrit au fond de ses coussins, là, comme ça. Il part pour Waterloo et il revient et il s'arrête de nouveau. Et il y a la même scène. Et dit, entre-temps, il a joué le monde et il a perdu. Eh oui. Alors effectivement, donc vous le racontez au cours des chapitres de votre livre, il a connu donc les privations très jeunes, les angoisses pécuniaires, les humiliations. Résultat adulte, donc son premier but sera vraiment de gagner de l'argent et d'en dépenser encore plus, écrivez-vous. Mais comment sa rencontre avec le théâtre se fera-t-elle ? Oui, juste un mot sur la question de l'argent, c'est-à-dire que les gens qui ont été élevés dans des familles très prospères prêchent volontiers l'art pour l'art, voyez. Mais quand on a crevé ça à la fin, quand on était gamin, on n'a pas de honte à se dire qu'on écrit pour gagner sa vie. Simenon disait ça, Dumas aussi disait ça, et il ne faisait pas la mauvaise littérature pour autant. Voilà. Donc, non, mais c'est important. Oui, il a une vraie soif d'argent toute sa vie. Mais c'est la peur de manquer. Ouais, c'est la peur de manquer. Et avec quelque chose d'authentique aussi, c'est que quand il parle de la misère, c'est pas comme Victor Hugo. Victor Hugo, il s'est intéressé à la misère, mais pour ça, il a fallu qu'il aille la voir, parce que lui-même vivait dans un milieu très favorisé. Dumas, la misère, il suffisait qu'il ouvre les yeux pour la voir. Il l'avait autour de lui et il la vivait. Donc, ça, c'est très, très important. Et en plus, quand il a gagné de l'argent, et Dieu sait qu'il en a gagné beaucoup, c'était comme s'il ne pouvait pas vraiment prendre sa place dans ce milieu de riches, si vous voulez. Donc il l'a perdu, il l'a claqué, il l'a dépensé, toujours. Donc il a tout gagné, tout perdu, c'était l'histoire de sa vie. Voilà. Flambeur. Complètement flambeur. Mais c'est un flambeur, pas, vous voyez, on en rigole du flambeur, mais c'est une figure tragique aussi. C'est quelqu'un qui a une sorte, qui ne veut pas trahir non plus sa condition d'origine, vous voyez, comme ça. Voilà. Alors le théâtre, en fait, vous savez, cette génération 1830, 1830 parce qu'ils sont arrivés à l'âge adulte à ce moment-là. Cette génération, elle est miraculeuse. C'est la génération d'Hugo, de Lamartine, de Vigny, de Georges Sand. C'est extraordinaire. Elle a une romantique, etc. Elle a une caractéristique, cette génération, c'est qu'elle est arrivée trop tard. La grande épopée napoléonienne, le moment où la France régnait sur l'Europe, où vous aviez des maréchaux de 30 ans, des aventures extraordinaires, cette France-là était terminée. C'était les Bourbons qui étaient revenus. On s'emmerdait, sincèrement. Les aristocrates avaient repris leur place, leur château et leurs trucs. Et dans cette France où il ne se passait rien, cette génération-là a essayé de s'accrocher à la fiction, à la création, et au théâtre en particulier. Et au théâtre anglais. Il
il y a un rôle très important. La première pièce qu'a vue Dumas, c'était une adaptation très mauvaise d'ailleurs d'Hamlet par une troupe locale qui est venue dans son village. Là, il a été saisi, il s'est dit c'est formidable. Voilà, cette épopée que je rêve de vivre, je la trouverai pas dans la vie, je la trouverai sur les planches. Voilà. Et puis ensuite, quand il est arrivé à Paris, donc à l'âge d'un peu plus de 20 ans, il y a eu une troupe de comédiens anglais qui est venue jouer Shakespeare à Paris. Et il ne parlait pas anglais. Donc il est allé voir ces comédiens. Il ne comprenait pas le sens. Un mot. Et pourtant, il était conquis. Pourquoi ? Parce que Shakespeare sans les paroles, c'est encore plus Shakespeare. C'est les coups d'épée sur la scène, c'est les cris, c'est les passions, etc. Et là, il s'est dit... c'est ça la vie, c'est ça qu'il faut que je fasse. Eh oui. Alors comment il a réussi justement à conquérir Paris ? Parce qu'il arrive à Paris, il a effectivement, vous l'avez dit, 21 ans, on est en 1823, il n'a pas un sou, il connaît personne. Qui va l'aider ? Alors, il y a les anciens amis de son père qui ont été donc qui ont participé à l'aventure républicaine et napoléonienne. Il s'empresse pas pour aller l'aider parce que son père ayant été mis en disgrâce, etc. Il y en a qu'un qui va l'aider, c'est le général Foy. Et le général Foy lui reçoit et dit qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Voilà. Qu'est-ce que tu sais faire ? Et Dumas répond, parce qu'il n'était pas du tout menteur, et il répond rien, je sais rien faire. Je suis mauvais en maths, je suis mauvais en latin, c'est le seul truc que je sais à peu près faire. J'ai une belle écriture, avec les pleins, les déliés, tout ça. Pas je sais écrire. Non, pas encore. C'est juste les. Donc Foy lui trouve un emploi auprès du duc d'Orléans, qui sera le futur Louis-Philippe, donc au Palais Royal, mais un emploi de vraiment. Comme je dis dans le livre, c'est la misère des villes après la misère des champs, hein, c'est-à-dire qu'il est très peu payé, etc. Mais il est à Paris. Il est à Paris, il peut aller au théâtre, il a des copains, il commence à lire des livres, parce qu'il est complètement inculte à ce moment-là. Et il se donne l'idée de réussir au théâtre. Voilà. Alors pour ça, il attrape un sujet comme ça, et puis il commence à écrire une pièce. Bon. Alors, ses premières pièces sont pas bonnes, évidemment. Puis un jour, il tombe sur un truc un peu mieux. Il tombe sur l'histoire de la reine Christine de Suède avec son amant, Monaldeschi, etc. Il y a une histoire d'assassinat et tout, ça lui plaît. Mais il connaît rien. Il a vu, ça fait 3 lignes dans un livre qu'il a trouvé. Et écrit ça, et écrit sa première pièce comme ça, voilà. Et là, petit à petit, il s'approche de ce que sera son théâtre. Eh oui. Et le 11 février 1829, sa vie va enfin basculer. Ça fait donc 6 ans qu'il est à Paris. Et il va triompher avec une pièce intitulée Henri III et sa cour. Quelle est la raison du succès de cette pièce ? Parce que vous dites qu'aujourd'hui, cette pièce n'aurait aucun succès en quelque sorte. Non, mais il y a un peu tous les ingrédients, si vous voulez, de ce qui fera le succès du théâtre romantique. C'est-à-dire que il y a une espèce de brutalité quand même. Il y a cette référence à ce siècle, à ce 16e siècle qui a toujours servi un peu d'ancrage pour cette génération, parce que c'est un siècle chevaleresque avec des grands destins comme ça et tout. C'est la figure du duc de Guise et de sa femme avec ce personnage de l'amant de la duchesse de Guise, le duc de Guise brutalisant sa femme sur la scène, c'est-à-dire qu'il lui prend les bras, il la serre, elle crie, vous me faites mal, lâchez-moi, etc. Bon, tout ça, si vous voulez, nous, ça nous paraît un peu ringard. Enfin, franchement, ce théâtre-là a vraiment beaucoup vieilli. Mais à l'époque, au moins, il se passait quelque chose, quoi. Voilà. Et en plus, c'était pas mal écrit. Il a le génie du dialogue, ça c'est sûr, dès le début. Il sait, il rend des dialogues vraiment très, très vivants, très justes. Et ça fonctionne. Et il découvre son don d'écrire, parce que il savait rien. Ouais, absolument. Mais parce qu'il le branche sur la vie et non pas sur les bouquins. Il n'a pas un savoir académique. C'est pas un gars qui a commencé par se mettre dans les tas de choses. Non, il écrit, et surtout les personnages parlent comme ils vivent, quoi. Voilà, et comme lui vit. Et en un soir, ça fonctionne, c'est-à-dire qu'il était totalement inconnu, et le lendemain, tout Paris le connaît, le félicite, même le duc d'Orléans, qui finalement se plaignait beaucoup parce qu'il foutait rien dans son bureau, là, trouve qu'il est formidable. Et le roi écrit à son
parent, donc au duc d'Orléans, disant mais j'ai appris que chez vous là il y avait un jeune homme là qui a écrit une pièce dans laquelle il nous met en scène, moi sous les traits d'Henri III et vous sur les traits du duc d'Orléans, du duc de Guise, je veux dire. Et alors le duc d'Orléans, cette réponse formidable, il dit non mais sire, on vous a trompé. Pour plusieurs raisons. La première, Madame la duchesse d'Orléans ne me fait pas cocu. Et la deuxième, je ne bats pas ma femme. Voilà. Et la troisième, vous n'avez pas de sujet plus respectueux que moi. Ah oui, parce que bon, fallait se défendre là. Fallait se défendre. Mais comme évidemment, l'année suivante, c'est la révolution de 1830, on peut douter de ce point. Et oui. Alors le théâtre, effectivement, vous l'avez dit, lui a vraiment permis d'acquérir l'art du dialogue. Le voyage sera aussi fondateur pour Dumas. Qu'est-ce que ça va lui permettre d'acquérir comme maîtrise des descriptions, j'imagine, du portrait, des anecdotes? C'est le voyage qui lui a permis tout ça? Oui, alors le voyage pour lui, c'est ce à quoi il a recours quand ça va pas. C'est-à-dire, il y a eu des histoires, notamment autour d'adaptation d'une pièce qui s'appelait La Tour de Nesle, qui a eu un grand succès, mais qui n'avait pas écrite, qu'il avait simplement reprise. L'auteur a voulu le provoquer en duel. Enfin, bon, il y a eu bon, ça n'allait pas. Il y a eu des dettes, il y a eu des histoires de femmes qui ont assez mal tourné aussi, etc. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Et il fera ça toute sa vie. Il part. Il s'en va. Voilà. Ouais. Il s'en va. C'est pas une mauvaise méthode, d'ailleurs. Le salut dans la fuite, c'est pas mal. Exactement. Alors, oui. Au départ, la fuite, c'est pas non plus très exotique, puisque son premier voyage, c'est en Suisse. Mais enfin, faut pas oublier qu'à l'époque... on n'allait pas au Kamchatka tout de voilà, suite. Il voyageait en malposte. D'ailleurs, il était très méfiant au départ. Dieu sait qu'il utilisera beaucoup les chemins de fer par la suite, mais au départ, il était très méfiant sur le chemin de fer. Et il trouvait que le chemin de fer tuait le pittoresque, quoi, qu'on arrivait comme ça, on débarquait. Et lui, ce qu'il aimait, c'était cette espèce de long voyage, une espèce de promiscuité où on était dans un truc qui avait à 7 km/h. Où de temps en temps, il y avait une roue qui s'explosait dans une ornière, on a changé les chevaux. Enfin, ça, il aimait ça. Et il est parti en Suisse, son premier voyage était en Suisse. Et en effet, les Anglais, les auteurs anglais étaient passés maîtres un petit peu externes, tout ça, dans le récit de voyage. C'était quelque chose qu'ils pratiquaient très bien. Et les Français le faisaient assez peu. En tout cas, moins. À ce moment-là, ils le feront. Et lui, il trouve un ton. C'est-à-dire que, parce qu'il n'est pas question, évidemment, qu'il parte là-bas sans gagner sa vie. Donc, pour gagner sa vie, il fallait qu'il envoie du papier avec des descriptions et des trucs. Et donc, il envoie des récits de voyage. Et ces récits sont très vivants, très justes. Plusieurs journaux, Oui. Alors, il n'était pas... T'es pas regardant là-dessus. Non, du moment qu'il y avait des sous derrière... Voilà, et il découvre ça un peu tout seul, quoi. Finalement, en se rendant compte qu'il aime ça, parce que ces récits, ils sont comme lui et ils font apparaître des choses que la plupart des auteurs sérieux ne faisaient pas. C'est-à-dire qu'ils parlent de ce qu'ils mangent, par exemple. Ils parlent de la façon dont les gens se couchent, par exemple, comment les gens font leur lit. Alors, c'est très pittoresque parfois. Comment il est reçu, les mœurs, enfin, sa vie, quoi, c'est sa vie. Et ça lui sera très utile par la suite, parce qu'au fond, le théâtre, c'est les dialogues, et dans les impressions de voyage, c'est les portraits et descriptions. Et oui, tout ce qui fera bientôt effectivement la matière de ces romans. Ouais. Alors comment deviendra-t-il effectivement un très grand romancier, le maître absolu du feuilleton? On en parle dans un instant sur Sud Radio. Céline Alonso. Voici donc les diables que je dois gronder. On ne se fait pas justice soi-même. Qui est cet enfant? D'Artagnan, votre majesté. 3 duels en 3 heures avec 3 mousquetaires. Monsieur Athos a le droit de me tuer en premier, Monsieur Porthos en second et Aramis en dernier. Je le trouve bien arrogant, jeune homme. C'est ma seule richesse. Et je la mets tout entière au service de Sa Majesté. Les 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas, l'une des œuvres les plus célèbres de tous les temps, Jean-Christophe Ruffin. Alors dans votre livre, Un été avec Alexandre Dumas, qui vient de paraître aux éditions des Équateurs parallèles, vous racontez que la création de ce roman a commencé par un vol en mai 1843. Quelle est cette anecdote? Racontez-nous. Oui, Dumas était en voyage, il est passé par Marseille et il est allé... On lui a prêté un livre de Courtis de Sandras, qui était un personnage assez curieux,
qui vivait au XVIIIe siècle et qui a écrit de fausses mémoires. C'est un personnage curieux, d'ailleurs imprudent, qui s'est retrouvé à la Bastille, il s'est retrouvé embastillé, etc. Il prenait un personnage historique, là en l'occurrence D'Artagnan, donc qu'il avait rencontré, enfin très indirectement, on ne sait même pas s'il l'avait rencontré, en tout cas au siège de Maastricht. Et il lui faisait des mémoires sur mesure, quoi, des trucs qui avaient absolument rien inventé, complètement inventés. Ouais. Voilà. Et dans les mémoires de D'Artagnan que Dumas emprunte, et il y a tout le début du livre, c'est-à-dire que simplement on voit, quand on compare les deux, le Courtier de Sandrars et les Trois Mousquetaires, on voit comment Dumas avait ce génie de prendre les éléments soit dans la réalité, soit dans des histoires qu'on lui racontait, et puis de les rendre plus puissantes. Par exemple, les mousquetaires, il y a D'Artagnan, bon, qu'on voit arriver au début du livre, dans les deux livres d'ailleurs, sur un bidet, il arrive du Béarn et tout ça, et il rencontre 3 frères. Dans le Courtier de Sandrars, il rencontre 3 frères, Athos, Porthos, Aramis. Il ne sait pas pourquoi ils s'appellent comme ça d'ailleurs. Et Dumas reprend ça, et il dit, mais ce ne sera pas des frères, ce seront des frères d'armes, ce qui les rend beaucoup plus riches, parce que finalement, ils ont des personnalités très, très différentes. Et là, il crée cette espèce de carré magique qui est probablement dans notre inconscient. Hein. C'est un peu dans notre subconscient, ce chiffre 4, c'est les 4 points cardinaux, c'est les 4 couleurs du jeu de cartes... C'est les 4 saisons, il y a quelque chose... En fait, c'est les 4 mousquetaires. C'est intéressant parce qu'il l'a appelé les 3 mousquetaires. Voilà. Et c'est 4. Ils sont 4. C'est ça, mais c'est parce que c'est l'éditeur, en fait, qui, quand il a reçu le manuscrit, a dit on va appeler ça les 3 mousquetaires. Et Dumas a répondu c'est très bien parce qu'ils sont 4. Voilà. Et donc, il y a ces 4. Et ces 4, si vous voulez, ils représentent 4 pôles. Donc, D'Artagnan, c'est la ruse, c'est l'intelligence. Voilà. Athos, c'est la noblesse, c'est la rigueur morale. Porthos, c'est la force, c'est un peu aussi la vanité. Comme son père. Ouais. Et la vanité aussi, un petit peu. Et Aramis, c'est l'intrigant. C'est le curé, enfin, curé, le jésuite curé, intéressant. Un peu jésuite, mais en même temps très lascif, amoureux des femmes, etc. Voilà. Et donc, il y a ces 4 pôles, et avec ça, il fait quelque chose d'extraordinaire. Et avec ça, les 4, plus ce que Steven Spielberg dit très, très important dans une construction romanesque, c'est le méchant. Spielberg disait pour qu'un film fonctionne, il faut qu'il y ait un bon méchant. Voilà. Ouais. Et le bon méchant dans Les Trois Mousquetaires, c'est Richelieu et tous ses clones, c'est-à-dire Milady, etc., etc. Et avec ça, vous avez ce qu'aujourd'hui les auteurs scénaristes de séries appellent une Bible. C'est-à-dire que vous prenez ça et vous pouvez le décliner, mais autant que vous voulez. Donc lui, c'est l'inventeur de Netflix. C'est exactement Dumas. Exactement. Quelque part. Exactement. Et il a inventé ce système qui, avant lui, probablement a pu être partiellement employé, etc. Mais lui, il le systématise. Parce que, comme Émile de Girardin qui était un homme de presse de génie, qui avait introduit la publicité dans la presse et qui a ensuite inventé le feuilleton. Et, voilà. Et il avait besoin de ça, c'est-à-dire que d'une demi-page tous les jours. Et oui. Alors, et l'écriture de Dumas, effectivement, correspond vraiment aux exigences du feuilleton à l'époque. Complètement, alors que Balzac, par exemple, n'y arrive pas. Balzac, on lui confie un truc, il n'y arrive pas, parce qu'il, lui, fait des descriptions très lentes, ça se construit. Lui, il fait 40 sur une chambre à coucher, ça va pas pour le feuilleton, ça. Oui. Mais c'est vraiment l'originalité, effectivement, de cette construction qui a fait le succès et la longévité de cette œuvre, Les Trois Mousquetaires. Alors, probablement pas, parce qu'il a adopté le même système. Et ça a donné parfois des œuvres qui ont été beaucoup plus éphémères. Je pense que d'abord, c'est le premier. Et puis, il y a toujours cette... comment dire, dans n'importe quelle Bible, c'est comme pour les séries d'aujourd'hui. Vous avez des Bibles, vous avez des bases de récits, si vous voulez, qui sont fécondes. On ne sait pas pourquoi, mais elles touchent quelque chose dans notre humanité qui est riche. Et ces 4 personnages... qui en effet peuvent tisser entre eux ces liens de rivalité, de fraternité, de courage, etc. Ça fonctionne. Qu'est-ce que je veux dire ? Ça fonctionne et c'est d'une simplicité telle
Et la meilleure preuve, c'est que ça fonctionne encore aujourd'hui. Et ça oui, alors à continuera, l'époque, quoi. effectivement, donc c'est vraiment un triomphe. Ce feuilleton des mousquetaires. Après, il va triompher avec la reine Margot, les frères Corse, une fille du régent. Toute la presse, en fait, publie ces feuilletons. Comment le milieu littéraire a réagi à l'époque? Il a été jalousé, Dumas? Je vous cacherai rien en vous disant que le milieu littéraire n'est jamais très tolérant pour le succès, hein, surtout, que ce soit hier ou aujourd'hui. C'est-à-dire que dès que vous faites ce qu'on appelle aujourd'hui un best-seller, vous êtes évidemment tout de suite un peu suspect. Bon. D'autant plus que Dumas, si vous voulez, il s'était rendu particulièrement suspect parce qu'il faisait souvent recours à des collaborateurs. Et donc on l'a tout de suite accusé d'avoir fabriqué une sorte d'usine. Alors, on a dit, c'est une... Et alors, il y a eu des attaques diverses et variées jusqu'à ce que un type assez moche qui s'appelait Mirecourt, qui est un personnage vraiment peu recommandable, écrive un pamphlet carrément sur Maison Dumas et compagnie, fabrique de romans, etc. Dans lequel, alors c'est un mélange. À la fois, il l'attaquait sur les collaborations. C'était aussi extrêmement offensant d'un point de vue personnel, c'est-à-dire qu'il le traitait sur ses origines africaines en particulier. Il y avait des injures racistes carrément. Il a été condamné d'ailleurs, Mirecourt. Mais bon, disons que le milieu littéraire, c'est une chose. Des gens comme Sainte-Beuve, évidemment, toujours prêts à se pincer le nez quand non pas épargnés. Mais ce qui a été le plus grave, je dirais, c'est le divorce avec les romantiques. Parce que Victor Hugo... Il le considérait comme un écrivain de seconde zone. Oui, Victor Hugo tenait son monde. Il avait son cénacle, vous voyez. Et quand il voyait un type comme ça qui, déjà, après avoir eu des succès au théâtre sans avoir vraiment d'éducation, qui arrivait de n'importe où, il ne faut pas oublier que, par exemple, dans sa pièce Christine, quand il a fait jouer Christine, les vers étaient tellement mauvais que Hugo et Vigny, pendant que Dumas fêtait la première de la pièce, se sont retirés dans une petite pièce derrière et on réécrit la pièce, on réécrit les vers le soir pour que le truc soit à peu près lisible. Bon. Donc déjà, dès le départ, il fallait l'aider, ce garçon. Alors quand en plus ils ont vu qu'il commençait à partir dans quelque chose qui pouvait sentir un peu le soufre parce que fabrique de romans, qu'est-ce que c'est que ce type, etc. Ils ont pris leur distance. Hugo était trop fier, disons, pour attaquer lui-même, pour porter lui-même le fer. Il a fait avancer certains seconds couteaux, mais quand même. Et ça a touché Dumas? Non, pas tellement. Non, parce que je crois que je pense vraiment sincèrement que il n'était romantique que par malentendu. C'est-à-dire qu'il était romantique. Il a fait partie de l'école romantique parce que c'était sa sensibilité. Mais il se fichait complètement de faire partie d'une école, si vous voulez. Donc quand l'école l'a reçu, il y est allé. D'autant plus que la devise de sa famille, c'était « j'aime qui m'aime ». Vous voyez, quand on dit ça, êtes-vous, on vous prend. Et le jour où ils n'en veulent plus, c'est pas grave. De toute façon, il était beaucoup plus soucieux de son œuvre que de faire partie d'une école. Il n'en a jamais voulu. Jamais eu. Non. Et oui. Et revenons justement à la question noire, celle de l'esclavage. Comment il l'a abordée dans sa vie et dans son œuvre, bien sûr? Parce qu'il a subi de nombreuses critiques quand même tout au long de sa vie par rapport à ça. Ouais. Ah oui, même de la part des ennemis, on parlait de Mirecourt tout à l'heure, mais même de sa part de ses amis, par exemple Charles Nodier qui a été presque son tuteur, on pourrait dire, Charles Nodier qui le recevait à l'Arsenal, rigolait parce que dès que Dumas a eu 3 sous, dès qu'il a eu du succès au théâtre, il a commencé à s'acheter des gilets de couleur, des bracelets, des breloques de tous les sens, etc. Et Nodier lui disait... Ah vous les Africains, vous pouvez pas vous empêcher de mettre des verroteries comme ça et tout. Et c'était quand même un peu, vous voyez. Mais Dumas était habitué à ça. Il a traité ça un peu par le prix. n'est pas affecté vraiment par ça. Enfin, en tout cas, il ne l'a jamais exprimé parce que il y a un certain nombre d'éléments objectifs, si vous voulez, qui montrent qu'il n'a jamais fait partie des associations abolitionnistes, s'est jamais mobilisé contre l'esclavage, qu'il est né en Algérie
à la demande du gouvernement, plutôt pour chanter les louanges de la colonisation, si vous voulez. Vous voyez. Oui, c'était pas son problème, en fait. C'était pas vraiment son problème. Alors, soit il a voulu, au fond, qu'on ne l'assigne pas à cette identité d'origine, en disant « foutez-moi la paix, je suis qui je suis », soit peut-être il a souhaité... Parce qu'on le voit dans certains romans comme Georges, notamment, il a défendu plus les métis que les noirs. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui le scandalisait, c'était qu'on assimile un métis à un noir. Ouais. Et les noirs, si j'ose dire, dans ses livres, sont assez maltraités. Caricatural. Assez caricaturé. Ouais. Alors que Georges, qui est le héros métis de son livre éponyme, là, lui, est idéalisé. Oui, Jean-Christophe Ruffin, nous allons nous retrouver dans un instant sur Sud Radio et on va parler donc d'Aurel, le consul, ce personnage que vous avez créé en 2018, qui est très attachant et dont le 6e épisode vient de paraître. À tout de suite. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. L'hymne national de l'Albanie, André Berkoff. Ah bon, l'Albanie maintenant. Oui, c'est dans ce pays, pas comme les autres, qu'est nommé Aurel Timescu. Je ne sais pas si on le prononce comme ça exactement, Timescu peut-être. Votre héros, Jean-Christophe Ruffin. Le 6e épisode des aventures de ce petit consul, vient de paraître chez Kalman Levy. Alors cette série est dans la veine des romans de Dumas. Pourquoi vous l'avez créé et qui vous a inspiré ce personnage? Il est vraiment fascinant, ce petit diplomate. Il est calamiteux, mais en même temps, il est un redoutable enquêteur. Oui, ce qui est dans la veine de Dumas, c'est la notion presque de feuilleton, c'est-à-dire que j'aime bien, ça faisait longtemps que j'avais envie d'avoir un personnage récurrent comme ça, qui revienne au fil des épisodes, qui peuvent se lire indépendamment d'ailleurs, hein, c'est pas une suite, mais c'est le même personnage. En fait, quand je suis rentré d'une expérience diplomatique assez lourde, j'ai été ambassadeur de France au Sénégal, en Gambie, pendant 3 ans, j'avais plein d'histoires à raconter, parce qu'évidemment, j'étais dans un poste d'observation très privilégié, notamment sur les questions consulaires. Ça m'a toujours passionné. Parce que le consul, il s'occupe de quoi? Il s'occupe de nos concitoyens à l'étranger, hein, qui se font piquer leur soit arrêtés, soit piquer leur papier, soit rapatriés, tout ça. Assassinés aussi. Hein, il y a des choses dramatiques. Il y a des histoires d'amour tragiques aussi qui se terminent très mal. Enfin, bref, donc j'avais envie de raconter tout ça. Enfin, pas forcément tout ça, mais certaines choses autour de ça. Mais évidemment, il y a ce secret qui est celui du devoir de réserve, on appelle ça, pour un diplomate. Et donc, il fallait que je crée un peu un intermédiaire. Et j'ai pris... Pour tout vous dire, j'ai pris parmi mes collaborateurs quelqu'un que j'avais fait, qui était un peu comme ça, qui était un homme absolument délicieux, charmant et très bon pianiste, mais qui n'était pas, on ne pouvait pas dire qu'il avait la fibre travailleuse, on ne peut pas dire ça. Mais quand il s'intéressait à quelque chose, en revanche, et c'est ça qui fait la richesse d'Aurel, c'est que s'il y a une injustice en particulier, ça il supporte pas. Alors évidemment, il peut se mobiliser. Là, il se mobilise, voilà. Il travaille. J'aime bien ces personnages qui ont l'air d'être des perdants, qui ont l'air d'être des gens, au fond... Qui s'en foutent, mais pas du tout. En fait, voilà, et qui, dans des conditions données, peuvent se révéler d'une intelligence et d'un courage extraordinaire. Et oui. Alors pourquoi l'Albanie? Ce petit consul donc a beaucoup voyagé, Acapulco, Conakry, Bakou, Maputo. Et oui. Et là, il est muté. C'est la première fois de sa carrière qu'il a une promotion. Il est muté en Albanie. Pourquoi avez-vous eu envie d'écrire sur les Balkans? Alors moi, je vais toujours dans les pays dont je parle. C'est-à-dire que voilà. Alors il se trouve que l'Albanie, j'y étais allé au moment de la chute du communisme, un petit peu après, au moment de la guerre civile qui a eu lieu dans ce pays, après l'écroulement du communisme et des pyramides capitalistes qui s'étaient greffées tout de suite après, avec, vous savez, les pyramides de Ponzi, où on promettait monts et merveilles aux gens, puis tout ça s'effondre et ça devient... Escroquerie terrible et tout. La misère, voilà. Moi, j'étais allé à ce moment-là. C'est un pays qui m'avait beaucoup intéressé parce que il avait d'abord traversé, à travers les siècles,
une histoire extraordinaire, parce que c'est un pays où, on pourrait dire, tout le monde est passé. Vous avez eu les Romains, vous avez eu les Ottomans, vous avez eu ce communisme incroyable qui s'était fâché avec la terre entière et qui vivait dans un complexe obsidional total, avec des bunkers partout. Enfin, c'était la folie. Et donc, voilà. Et puis, je trouve que j'ai un ami là-bas, que j'ai d'ailleurs mis en scène dans les livres, qui s'appelle Julien Roche, qui vit là-bas depuis 35 ans, qui est un Français. Et grâce à lui, j'ai pu vraiment un petit peu entrer dans... Explorer un peu tout ça. Dans le pays. C'est-à-dire que j'essaye, Aurel, de le sortir toujours de sa zone de confort. Mais vous avez visité tous les pays dans lesquels Aurel a sévi, quoi. Toujours. Et oui. Et ce qui est très intéressant, effectivement, dans cette série, c'est qu'avec Aurel, on plonge dans l'histoire, effectivement, géopolitique de tous ces pays. Malheureusement, on arrive bientôt en fin d'émission, Jean-Christophe Rufin. J'aimerais absolument que l'on parle de votre ami Boualem Sansal, qui, il faut le rappeler, il est emprisonné donc en Algérie depuis bientôt 6 mois. Vous faites partie de son comité de soutien. Oui. À ce jour, quelles sont les dernières nouvelles dont vous disposez de lui? Écoutez, moi, j'en ai pas de plus que probablement que vous. On en a peu, on a très peu, parce qu'il n'a pas de visite, il n'y a pas... On n'a pas de communication directe. Même son avocat n'a pas pu. Non, son avocat n'a pas accès. Pas accès. Il est traité, si vous voulez, comme s'il était exclusivement algérien. C'est-à-dire que la dimension française, puisqu'il est quand même binational, est totalement niée dans ses droits. Ses droits aux visites consulaires, ses droits à la défense sont niés. Alors, il y a là quelque chose qui, évidemment, est terrible. Et puis s'ajoute, et je vous remercie pour ça d'évoquer son nom et sa présence parmi nous, c'est l'oubli. C'est ça qui le menace aujourd'hui. C'est la principale danger, parce qu'il y a eu une mobilisation au départ. Puis finalement, vous savez comment ça se passe. Au bout d'un moment, on passe à autre chose. En plus, la relation franco-algérienne est très complexe. C'est un vrai laminoir. Lui, le malheureux, il est pris au milieu de tout ça. Et là, il y a encore des expulsions de diplomates ou de fonctionnaires qui sont prévues. C'est quelque chose de terrible, donc il ne faut vraiment pas l'oublier, il faut continuer à l'évoquer. André Berkoff, le 11 avril dernier, Emmanuel Macron s'est dit confiant dans sa libération à venir. Vous, qu'en pensez-vous? Êtes-vous confiant ou pas? Écoutez, franchement, on n'a pas les éléments, on a été confiant et on pensait beaucoup de choses, et on a vu dans les relations franco-algériennes notamment que il est important de ne pas avoir confiance, mais de suivre les faits. Mais moi, je pensais à quelque chose. Vous avez été de ceux, Jean-Christophe Rufin, qui souhaitaient que Boualem Sansal soit l'Académie française. D'ailleurs, parce qu'il le mérite et parce que c'est un très bon écrivain. Et donc, vous avez eu cette démarche. Et je pensais à quelque chose, justement. Et j'avais envie de le dire avec vous. Pourquoi? Et ce serait honnêtement un geste politique et culturel fort. Pourquoi vous ne le convainquez pas? Je pense qu'il a vos co-académiciens, tous ceux qui portent l'uniforme, d'élire Boualem Sansal. Je crois qu'il y a un siège, je pense qu'il y a des sièges vacants. On a tous les sièges qu'il faut. Voilà. Est-ce que ce n'est pas faisant? Parce que vous imaginez, honnêtement, symboliquement, ce serait très fort. Mais je l'ai proposé très tôt. Je l'ai proposé au bout d'une vingtaine de jours, je crois, de détention. Nous avons eu une séance très longue et très intense de débat. Moi, j'ai proposé qu'il soit immédiatement élu. J'avais fait une déclaration assez construite pour expliquer tout ça. C'est formidable, c'est bien. Et j'ai été suivi par un certain nombre de nos confrères. Je pense à Alain Finkielkraut, par exemple. Mais vous connaissez les institutions. Et en plus... L'Académie aujourd'hui n'est peut-être pas celle de Joseph Kessel ou de Maurice Druon, si vous voulez. C'est-à-dire que, voilà, beaucoup de prudence, beaucoup de... Vous pensez que le débat peut être lancé ? Je crains qu'il ne puisse pas l'être dans le sein de l'Académie, mais peut-être qu'on peut trouver d'autres solutions. Arnaud Benedetti avait proposé qu'il soit nommé ministre de la francophonie ou ambassadeur d'ailleurs. Parce qu'il y aurait un geste au moins symbolique qui ferait qu'il ne soit pas oublié. Pour le montrer le prix qu'il a pour la France. Voilà. Absolument. Et montrer qu'on ne peut pas ignorer l'attachement de la France pour lui et qui ne peut pas être traité comme ça simplement par perte et profit, le fait qu'il soit binational. Merci Jean-Christophe Rufin.
Ruffin. Merci Jean-Christophe. Je précise que demain, une manifestation aura lieu devant l'ambassade de l'Algérie à Paris en soutien à Boualem-Sansal. Je rappelle donc que votre livre Un été avec Alexandre Dumas est paru aux éditions Équateur Parallèle et que Les aventures d'Aurel le consul, le revenant d'Albanie est publié chez Calman Lévy. En attendant le prochain. Exactement. Merci. Tout de suite, Brigitte Lahaye sur Sud Radio. Sud Radio.